Salut à toi, c'est Eturan. Un petit message avant de commencer la vidéo pour te dire que si jamais ça te plaît, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche, à laisser un petit like, un petit commentaire et surtout à partager autour de toi, ça permettra de faire découvrir mon travail. Et si jamais le contenu te plaît, je fais pas mal d'autres choses, donc regarde dans la description, il y a plusieurs liens qui pourraient t'intéresser, et sinon j'en parle en fin de vidéo. Bon visionnage à toi. New York, écrit par Stéphane Wool. Lu par Johan Fournier-Moreau. Partie 3. Chapitre 1. Se profilant sur un ciel écarlate, une file de silhouettes humaines cheminait sur la crête de la colline. L'enfant noir et lourd se marchaient en tête. L'enfant appela Tose près de lui. Les entrailles des hommes commencent à briller du feu des monstres, dit-il. La nuit va tomber bientôt. Tose devrait ordonner la halte. Tose jeta les yeux sur les chasseurs. Un énorme nœud de feu bleuâtre transparaissait sous la peau des ventres. Un réseau de veines brillantes commençait à rayer les membres. Le phénomène qui l'avait effrayé quelques semaines auparavant se renouvelait tous les soirs, et s'était accentué jusqu'à faire de la tribu une hallucinante collection de planches anatomiques lumineuses se mouvant dans la nuit. Loin de s'en inquiéter, les hommes en tiraient de l'orgueil. Tose parla. « L'enfant noir a raison, dit-il. La tribu va camper en bas de la colline. » Son doigt désignait une petite vallée en contrebas, où l'on distinguait le reflet d'un ruisseau entre les noirs feuillages. Ils contournèrent les rocs, passèrent sous la voûte obscure d'un petit bois d'eucalyptus et atteignirent les bords du ruisseau. Tous se jetèrent à plat ventre pour boire, car la longue marche au soleil avait été épuisante. Puis les chasseurs entassèrent du bois sec. L'enfant noir y mit le feu d'une décharge de son arme, ce qui allait beaucoup plus vite que de frapper deux silex, et renouvelait tous les soirs l'émerveillement de la tribu et le prestige de l'enfant. Depuis le retour de celui-ci, la vie avait bien changé. Les hommes n'avaient presque plus besoin de chasser, l'arme des dieux suffisait à nourrir tout le monde, et même les femmes et les enfants avaient droit à de la viande. L'enfant noir ne mangeait que la cervelle des animaux tués. Quand il en avait trop, il donnait à Tose le reste de sa part. Ainsi Tose et l'enfant se partageaient le pouvoir, mais l'enfant était le vrai maître de la tribu. Quoiqu'ayant conservé son titre de chef, le géant à la barbe blonde n'avait plus qu'un vague pouvoir exécutif. Quant au vieux, sa mort était presque totalement oubliée. Tandis que, repu, la tribu se livrait autour du feu à une véritable danse macabre, Tose se rapprocha de l'enfant noir qui somnolait près de l'ours, sans se soucier de la ronde gesticulante des spectres lumineux. « Quand la tribu atteindra-t-elle la grande ville des dieux ?» demanda le chef. L'enfant noir ouvrit les yeux. Il vit près de lui les grandes prunelles de Tose luisant comme des lanternes au milieu du visage sombre sinistrement marbré de vaisseaux et de nerfs. Il répondit. Il y a comme jour 3 fois les doigts de 2 mains que la tribu a quitté les monts Bermudes. Ce ruisseau doit être un fils du fleuve Hudson. Si demain l'enfant noir trouve le fleuve Hudson, New York, la grande ville, ne sera plus qu'à 5 jours de marche, si le dieu fou a dit la vérité. Et l'enfant referma les yeux pour revoir en pensée les moindres détails de sa rencontre avec le dieu fou. Chapitre 2. Après avoir vaincu les monstres, l'enfant noir conduisait les chasseurs toujours plus au nord à travers des steppes pauvres. La tribu le suivait sans murmurer, confiante en l'instinct de son guide. Un jour, ils atteignirent les monts Bermudes, au sommet joints entre deux par des arches gigantesques, reliquats d'une civilisation disparue. Laissant la tribu se reposer un peu, l'enfant avait effectué une petite reconnaissance dans la jungle environnante pour y chercher des traces de gibier. Il avait alors rencontré le dieu fou. Celui-ci marchait en dodelinant la tête et en se heurtant un peu partout aux arbres et aux rocs. Il était revêtu d'un vêtement comme l'enfant n'en avait jamais vu, une souple combinaison couleur de cuivre. Il parlait sans arrêt, prononçait des paroles sans suite coupées de gémissements. L'enfant ne comprenait pas la moitié de son discours incohérent. Quand le dieu le vit, il leva un bâton qu'il avait à la main et ricana niaisement. « Voilà Othello, dit le dieu. Un tout petit Othello. Je ne savais pas qu'il existait. Ha! Mais il faut s'attendre à tout sur cette foutue planète. Hé, salut Othello !» Se croyant menacé, l'enfant noir tira sur la surprenante apparition. Mais cela déclencha l'hilarité du dieu, qui laissait la brûlante lanière lui cingler le torse sans paraître en souffrir. « Plus haut! Il faut tirer plus haut, noble Tan. Ne vois-tu pas que je suis protégé par mon armure ?
Vise la tête! J'ai perdu mon casque. Vise la tête si tu veux me descendre. Un foutu service que tu me rendras là. Impressionné par l'apparente invulnérabilité du personnage, l'enfant s'avisa que, malgré sa taille d'adulte, celui-ci montrait un visage imberbe, ressemblait tout à fait au personnage qui souriait sur les murs de Santiago. L'enfant noir commença de croire qu'il avait affaire à un dieu. Il se jeta à genoux. L'homme parut alors recouvrer quelques raisons. « Eh bien, petit, que fais-tu »« Pardonne, Dieu » implora l'enfant. « Que dis-tu ? Tu as un drôle d'accent, petit sauvage. Mais par sol, il me semble que tu parles pidguin, c'est tout de même de l'anglais. Comprends-tu ce que je dis ? Pas tout, grand Dieu. Formidable, il est noir et il parle anglais. Ce Capte 2 avait raison. Il y a encore des bons hommes sur cette vieille terre. Hé, je ne savais pas qu'ils étaient noirs. As-tu des copains comme toi, petit ? L'enfant noir ne comprend pas, grand Dieu, dit l'enfant vautré dans la poussière. Il est l'ami des dieux. Pardonne d'avoir voulu te tuer. Fiche-moi la paix avec tes histoires de dieux. Je te demande s'il y a d'autres hommes avec toi. Oui. Tiens, tiens. L'homme se baissa pour ramasser l'arme de l'enfant. Et vous vous servez encore de ces vieilles pétoires ? L'enfant noir ne sait pas, il ne comprend pas. Parlez, Sreb. Si toi, terrien, tu ne comprends rien, ce n'est pas moi qui vais comprendre quelque chose à cette fichue planète où tout le monde est cinglé. L'enfant noir ne comprend pas. Tu me fatigues, dit l'homme en tendant l'arme à l'enfant noir. Et que fais-tu avec cette antiquité ? Ce n'est pas ce que le dieu dit, c'est l'arme des dieux de Santiago. Les dieux l'ont donnée à l'enfant noir pour tuer les hommes et pour chasser. Pour chasser ? Pour chasser quoi ? Les chiens, et puis les jaguars, et puis les lapins ou les rats quand il n'y a pas d'autres bêtes. Les rats ? Tu chasses les rats avec cette foutue pétoire, petit ? Le dieu rit, tout son corps brusquement secoué de tremblements nerveux. Le dieu a de la fièvre, dit l'enfant noir d'un air sagace. Toujours tremblant, l'homme jeta à l'enfant un regard ironique. Ouais, fit-il lentement. J'aimerais mieux avoir de la fièvre. C'est une drôle de fièvre, crois-moi. Ça me prend chaque fois qu'on parle de... Parsol, as-tu fini de me regarder comme ça ? Qu'est-ce que tu fabriques à genoux dans la poussière ? Lève-toi. L'enfant obéit. Le dieu se calma. Un frisson le secouait de temps en temps. Eh bien, petit, dit le dieu, si tu veux chasser, si tu veux voir beaucoup de gibier, je te conseille d'aller à Niurk. C'est un vrai paradis pour les chasseurs. L'enfant noir ne sait pas où est Niurk. C'est une ville de Dieu, dit l'enfant, le regard brillant d'excitation. C'est la plus grande ville que j'ai jamais vue sur cette planète pourrie. Et pour trouver du gibier, tu trouveras du gibier, petit. Le dieu veut-il conduire l'enfant noir à Niurk ? L'homme eut un sursaut et jeta un mauvais regard. Eh non, petit, j'ai assez vu Niurk comme ça. Mais tu ne peux pas te tromper. Marche toujours vers le nord et remonte le fleuve Hudson. Tu en as bien pour 1 mois et des poussières. Moi, j'ai mis 35 jours pour arriver ici. Amuse-toi bien, petit. Bonne chance, hein ? Le dieu tourna le dos et s'enfonça dans la jungle en marmonnant des phrases incompréhensibles coupées de petits rires niais. Chapitre 3. Depuis cette étrange rencontre, l'enfant noir ne pensait plus qu'à Niurk. Il imaginait une ville immense, bien plus vaste que Santiago. Et comme l'idée de trouver du gibier dans une ville choquait sa logique primitive, il se peignait en rêve des immeubles en forme d'arbres, des buissons fleuris d'images de dieux et des rues tapissées de hautes herbes. À chaque détour, dans chaque encoignure, il devinait des meutes de chiens ou de jaguars. L'ensemble du tableau restait confus, mais stimulait l'ardeur de l'enfant. Il menait la tribu à marche forcée, regrettait la tombée de la nuit qui retardait le voyage. Avant de s'endormir, il contemplait longuement l'horizon drapé de nuages d'or et croyait parfois deviner la silhouette attirante de Niurk. Au matin, il était le premier debout et secouait les chasseurs endormis. Le long cheminement recommençait, à peine coupé d'une halte vers le milieu du jour, quand le soleil était au plus haut. L'enfant sautait sur le dos de l'ours quand il était fatigué, sans se soucier de la lassitude des autres. Enfin, ils atteignirent le fleuve Hudson. L'enfant noir sentit battre son cœur dans sa gorge quand il l'aperçut. Puis il courut vers lui, les bras levés. Il déboucha sur une petite plage de vases craquelée par l'ardeur du soleil. Il s'y enfonça jusqu'aux genoux et, ravi,
contempla l'eau verte qui venait de Niurk. Peu à peu, les chasseurs s'étaient rassemblés à quelque distance derrière lui. Tous le regardaient. Ils avaient le regard vide et confiant, attendaient que l'enfant dictât ses ordres. L'incroyable supériorité acquise par le petit noir annihilait chez les autres toute initiative. Ils lui obéissaient aveuglément, s'en remettaient à lui pour tout. La présence de l'enfant noir couvrait la tribu d'une protection totale. Même le vieux n'avait pas eu pareil pouvoir. L'enfant contemplait le fleuve. C'est alors qu'il éprouva en lui un bouleversement bienfaisant. Pendant une seconde, il eut l'impression que son crâne allait éclater, puis il sentit les rouages de son esprit fonctionner avec la vitesse sûre d'un mécanisme parfait. Il comprenait un tas de choses à la fois. Il voyait clairement un rapport entre la vitesse du courant et la pesanteur agissant sur toute chose. L'eau tombe de haut en bas comme tout tombe, pensait-il, comme la pluie. Mais la pluie est formée de petites gouttes qui s'écrasent droit au sol, tandis que 10 fois, 10 fois, 10 fois, jusqu'au bout, de gouttes qui forment l'eau du fleuve roulent ensemble sur une petite pente qui vient des montagnes, qui sont trop loin pour que l'enfant noir les aperçoive, jusqu'à un lac également très loin. Ces gouttes tombent en roulant les unes sur les autres, non de haut en bas, mais de gauche à droite, retenues de tomber droit par le sol légèrement, très légèrement penché de la montagne au lac. La tête de l'enfant noir fait un peu mal. Oui, mais évidemment le sable ne coulerait pas comme ça, et pourtant il est formé de tout petits grains. Mais ces grains sont pointus et raclent là où l'eau glisse, et puis chaque goutte d'eau est beaucoup plus petite qu'un grain de sable. Et elles sont rondes, c'est pour cela qu'elles glissent. Hé, c'est fini, l'enfant noir ne sent plus rien. C'est comme s'il avait rêvé. Toutes ces idées, maladroitement exprimées par un langage mental incomplet, lui avaient traversé la tête en un éclair. Depuis quelques jours déjà, il était sujet à ces crises de lucidité aiguë qui lui donnaient un sentiment de puissance exaltante. Ses pensées n'auraient rien eu d'extraordinaire chez un civilisé de son âge, mais dans un cerveau totalement inculte, elles marquaient un génie effrayant. L'enfant noir attribuait ce phénomène au fait d'avoir mangé la cervelle du vieux, mais il se trompait. Il ignorait qu'une dose considérable de radioactivité lubrifiait, si l'on peut ainsi s'exprimer, les engrenages complexes de son esprit. Il s'était nourri pendant 15 jours exclusivement de cervelle de poulpe que les chasseurs avaient conservée pour lui en la séchant au soleil. Un corps chimique complexe s'était, en 1000 ans, fixé dans la matière grise des monstres, avait fait de ces animaux stupides des êtres doués d'une certaine raison. Sur un homme, les effets en étaient ahurissants. L'enfant avait découvert tout seul en un mois que la Terre était ronde, que la Lune était une Terre plus petite qui tournait autour d'elle. Il avait noté que les constellations gardaient toujours à peu près la même disposition, mais n'avaient pas la même situation chaque nuit par rapport à une étoile fixe qu'il nommait lui-même l'étincelle qui ne bouge pas, et n'était autre que la polaire. Il utilisait cette observation pour voyager sans se tromper dans la direction choisie. Il sentait bien que ce fatras de connaissances récentes n'était pas en ordre dans sa tête et qu'il manquait beaucoup de pièces à l'immense puzzle de la nature. Mais chaque jour lui apportait une nouvelle pièce qu'il réussissait parfois à caser à côté d'une autre, ce qui facilitait de temps en temps le rangement d'une troisième. Ces crises de lucidité étaient de plus en plus fréquentes. L'enfant s'en réjouissait. Pendant ces accès de clairvoyance, il se sentait vivre avec une intensité grisante. Il ignorait que ces accès étaient également les symptômes d'une maladie. Il ignorait que le feu bleuâtre transformant tous les soirs les ébats des chasseurs en danse macabre signalait la présence dans leur corps d'un poison tenace. Mais il était le seul à sentir les effets stimulants de ce poison sur son esprit, car seul il s'était nourri en forte quantité de la cervelle des monstres. Chapitre 4. Ils commencèrent à remonter le long du fleuve. L'enfant noir marchait vite, poussé par l'impatience, sans voir la souffrance de certains chasseurs. Soudain, Bag s'arrêta en hurlant, les mains crispées au ventre. Les yeux hors de la tête, il se plia en avant, s'affaissa. L'enfant noir jeta un regard en arrière, revint sur ses pas. Il écarta le cercle apeuré des curieux et s'agenouilla près de Bag. Celui-ci était mort. L'enfant posa sa main sur la poitrine du cadavre et recula comme s'il était brûlé. Une étrange activité interne animait de frémissements la chair morte. Des bulles gazeuses couraient sous la peau livide, avec un bruit d'eau qui bout. Les chasseurs reculaient pas à pas devant ce spectacle. On vit la peau du ventre enflée, se distendre puis les membres. Puis le visage, comme soufflé de l'intérieur, devint méconnaissable et peu à peu le cadavre, gonflé d'hélium, se redressa,
se mit lentement debout comme tiré par des fils invisibles. « Bag est-il mort » s'interrogea l'enfant d'une voix étranglée. Le cadavre avait doublé de volume. La tête horrible et boursouflée s'inclinait en arrière, les pieds effleuraient à peine l'herbe. Peu à peu, Bag se détacha du sol, parut flotter dans l'air, monta au-dessus des têtes, au-dessus des arbres. Comme un ballon, le macabre pantin s'éleva vers les nuages. L'enfant noir le perdit de vue. Puis il se retourna vers ses compagnons. Tous avaient fui. L'ours seul était resté assis sur le sol. Il se léchait les pattes avec indifférence. « Où sont les chasseurs » appela l'enfant. Un cri lui répondit, un cri d'agonie. Il se précipita à travers les fourrés sans se soucier des ronces qui lui déchiraient le visage et les mains au passage, arriva dans une clairière assez tôt pour voir un autre fantôme boursouflé s'élever lentement parmi les branches. Il crut reconnaître Tose et se sentit très seul. Il chercha les autres plusieurs heures dans la jungle, mais sans succès. Il cacha sa figure dans la chaude fourrure de l'ours et pleura pour la première fois de sa vie. Courageusement, l'enfant et l'ours marchèrent vers Niurk. L'enfant chassait de son esprit douloureux toute pensée étrangère à sa résolution. Il se répétait inlassablement. Il faut atteindre Niurk. Les dieux de Niurk expliqueront tout à l'enfant noir. Ils savent tout. Les dieux feront revenir la tribu et l'enfant noir sera heureux. Il faut atteindre Niurk. Il marcha le plus longtemps possible après la nuit tombée et s'écroula brusquement, terrassé par la fatigue. L'aurore lui réservait une surprise. Chapitre 5. Le soleil du matin sur son visage l'éveilla. Il tourna la tête vers le nord et eut un choc. Haute, sur l'horizon des montagnes lointaines, Niurk se dressait dans le ciel. De prodigieux entablements d'édifices métalliques, en forme de T ou de H géants, reflétaient la rougeur de l'aube. Une ville de cuivre en fusion dépassait des nuages, dominait de très haut la vallée du fleuve Hudz. Celui-ci naissait sous la forme d'une magnifique chute en forme de queue de cheval qui s'incurvait gracieusement au-dessus de 300 coudées de roc abrupt, socle monumental de Niurk. L'enfant entraîna l'ours vers l'apparition de rêve. Les dieux de Niurk devaient être de bien grands dieux pour avoir bâti une telle merveille. À mesure qu'il approchait, l'enfant s'étonnait de la hauteur et de l'élégance de lignes des constructions. La plupart des édifices, aux toits plats réunis par des ponts, offraient la forme de T ou de croix géantes. Un certain nombre, hélicoïdaux, semblaient de grandes vis plantées dans les nuages. Mais la taille de la ville la faisait paraître plus proche qu'elle n'était. Il dut marcher presque tout le jour pour atteindre la chute de Lutz. Il renonça à l'escalade de la falaise car la nuit allait tomber bientôt. Il s'installa au pied de la montagne et s'endormit, bercé par la chanson puissante de l'eau sur les rocs. Il s'éveilla bien avant l'aube suivante, se nourrit rapidement de viande séchée et commença l'escalade dès qu'il fit assez clair pour grimper sans danger. L'ours le suivit aveuglément sur une rampe naturelle qui menait presque à la crête de la falaise. Il s'arrêtait de temps en temps pour souffler et contempler sous lui les méandres du fleuve Hudz se perdant à travers la jungle. Enfin, vers le milieu du jour, il déboucha dans l'ancien port et tomba à genoux, subissant le plus grand choc esthétique de sa vie. Au milieu du port qui n'était plus qu'un terrain vague à l'herbe grise tachée de plaques de neige et sillonné par plusieurs minces ruisseaux, au milieu de cet espace triste se dressait une immense statue de femme. Nue et libre, sous le regard mort de centaines d'immeubles géants paraissant monter la garde autour d'elle, cette femme superbe, un bras au ciel, brandissait un miroir conçu pour refléter le soleil à toute heure de la journée. L'enfant en fut ébloui et s'effondra en avant en murmurant « La déesse !» Il revivait en quelque sorte les émotions de son premier contact avec Santiago, la terreur sacrée en moins. Quant à l'ours, il flairait l'atmosphère avec inquiétude. L'enfant s'avança respectueusement vers la statue colossale. « Que la déesse ramène la tribu autour de l'enfant noir !» cria-t-il. « L'enfant noir se sent seul !» Pataugeant pieds nus dans la boue neigeuse, il arriva jusqu'au socle et grimpa jusqu'au pied de la statue. Il toucha du doigt un orteil 10 fois gros comme lui et resta songeur. L'orteil était fendu et la fente faisait croître un jeune pin rabougri. D'autres détails dissipèrent de son esprit les brumes d'une enfance bourrée de superstitions. Vu de près, le pied de la déesse ne ressemblait à rien, c'était un bloc de pierre tout simplement, avec de petites traces de mica scintillant. Or, l'enfant ressentit avec clarté que la pierre n'avait rien de divin en soi. Une pierre ne bouge pas, ne vit pas, on s'en sert pour tuer à l'aide d'une fronde.
L'enfant noir se sentait supérieur à tous les cailloux du monde. Or, ceci était une très grosse pierre en forme de femme. L'enfant leva les yeux. Gêné par la proximité de la statue, il redescendit du socle et recula assez loin dans la boue du port pour avoir une vue d'ensemble. Il admira la grande femme. Son allure, la noblesse de son attitude lui procuraient une sensation agréable qu'il manquait d'adjectifs pour qualifier. Mais l'enfant savait maintenant qu'il n'avait en face de lui qu'une image inanimée, et non une déesse. Un fugitif souvenir traversa sa cervelle. Les affiches mobiles des dieux de Santiago. Le cas de ces images-là était plus troublant pour l'enfant, mais une certitude lui affirmait rétrospectivement que ces visages bariolés ne recélaient pas plus de vie que la statue. Il méprisa un peu l'être crédule qu'il était encore quelques semaines auparavant. Soudain, quelque chose attira son attention. En regardant bien la statue, on pouvait distinguer les lignes parallèles qui la marquaient horizontalement. L'enfant comprit que la femme était constituée par la superposition de blocs en forme de jambes, de cuisses, de torse, et que chaque bloc avait été taillé intentionnellement. Il se représenta en esprit des pans de roc vierge et vit nettement la masse inutile qu'il avait fallu éliminer pour créer des formes. Une légère douleur à la nuque l'avertit qu'une crise de lucidité arrivait. L'image d'un bâton brillant mordant d'un jet de feu la pierre dure traversa son esprit. Son intelligence s'emballa. Oui, on peut jeter un gros morceau de rocher par terre et le briser, et il se peut qu'un morceau ressemble un peu à une tête d'homme ou à un jaguar sans pattes. Quelquefois, l'enfant noir a vu des rochers qui avaient l'air d'ours ou de poulpes, et puis en s'approchant, l'enfant a vu que c'était impossible. Mais on peut avec un bâton brillant enlever ce qu'il faut de pierre pour faire cela avec ce qui reste en forme de femme. Un homme ou un dieu, ou même un monstre a fait cette femme, a voulu faire cette femme exprès. L'enfant noir peut aussi. Exalté par sa découverte, l'enfant braqua l'arme des dieux sur un rocher dépassant la boue. Il appuya doucement sur la poignée, un fil tendu de flamme découpa la pierre, forma une tête ronde, deux bras étendus, un torse, des jambes grossières. Ravi, l'enfant contempla son œuvre. Des débris de roc calciné fumaient autour de l'idole imparfaite. Toutefois, le premier moment de joie passé, il s'avisa qu'il manquait beaucoup de choses à la rudimentaire statue pour la rendre parfaite. Il reprit son travail et s'appliqua à forer 2 trous pour les yeux, un autre pour la bouche. Ce dernier fignolage gâcha tout. Il régla mal l'arrivée des flammes et décapita proprement son ouvrage. Il recommença patiemment sur un autre rocher, puis un autre encore. Il passa des heures à jouer seul au pied de la déesse, au milieu du vaste port. Puis il considéra pensivement la statue colossale. La déesse n'est pas vraie, pensa-t-il. Elle est en pierre. Mais où sont les dieux qui l'ont fabriquée ? Ces dieux sont beaucoup plus forts que l'enfant noir. Chapitre 6. Il sortit alors de sa frénésie créatrice et regarda autour de lui. Le sentiment de sa solitude l'assaillit. Il eut peur. Il s'aperçut qu'il avait froid et faim. Les paroles du dieu fou sonnaient encore dans sa mémoire. Niurk est un vrai paradis pour les chasseurs. Où était donc le gibier ? Il appela l'ours et se dirigea vers l'immeuble immense et monobloc qui tenait toute la façade d'une ancienne presqu'île, une presqu'île autrefois nommée Manhattan. Il mit du temps à l'atteindre, car le port était très étendu. Il escalada enfin quelques rocs et toucha la glissante falaise de métal élevant au-dessus de lui un à-pic de 50 coudées. Plus haut, s'ouvraient des fenêtres, s'accrochaient des balcons-terrasses. L'enfant fit péniblement le tour de cette masse en se demandant comment on entrait dans Niurk. À plusieurs reprises, il trouva des couloirs étroits où il aurait pu se glisser à plat ventre, mais il répugnait à abandonner son ours au dehors. Il découvrit enfin un plan incliné qui montait en pente douce à l'intérieur de l'édifice et s'y engagea. Ses pas le menèrent au milieu d'une vaste salle ronde autour de laquelle s'alignaient des monstres métalliques. Leur forme rappelait celle des requins. L'enfant pensa sans s'émouvoir que les dieux de Niurk avaient taillé de grands poissons bizarres par fantaisie, tout comme ils avaient sculpté la déesse de pierre. Il monta une espèce de débarcadère en faisant le tour de la salle et s'approcha d'un couloir sombre qui s'illumina à son approche. L'enfant cligna des yeux. Il ne s'effraya pas outre mesure car il avait déjà pris contact avec d'étranges phénomènes lors de sa visite à Santiago. Le couloir s'enfonçait en ligne droite au cœur de la ville sur une centaine de mètres, puis il se scindait en 2 embranchements plus petits à l'entrée desquels s'inscrivaient des signes lumineux que l'enfant ne pouvait comprendre. L'enfant s'avança, suivi de l'ours. Comme il atteignait une ligne blanche barrant le sol en travers, il s'étonna de ne plus pouvoir faire un pas en avant. Une voix anonyme lui parla en phrases hachées, mécaniques. « Vous êtes contagieux. Radioactivité trop forte.
Vous n'avez pas le droit d'entrer dans New York avant de vous faire soigner. Je vous rappelle que l'entrée des animaux particuliers est interdite. Votre carte d'identité n'est pas en règle pour l'entrée à New York. Le contrôle électronique de l'entrée n'a rien enregistré. Blocage sanitaire, plus 2 contraventions. Restez où vous êtes. La garde va venir vous chercher pour les formalités d'usage. Où est le Dieu qui parle demanda l'enfant. Sa question resta sans réponse. L'enfant noir n'a pas compris ce qu'a dit le Dieu invisible. Le Dieu invisible est-il fou, comme celui que l'enfant noir a rencontré au mont Bermude? Un roulement métallique se fit entendre. L'enfant tourna la tête en arrière et vit arriver sur lui 2 êtres étranges, à la silhouette vaguement humanoïde et montés sur roues. Les 2 choses encadrèrent l'enfant. Celui-ci se sentit poussé en avant et se laissa faire. L'ours grogna un peu, puis suivit le trio sans s'émouvoir. « Où les hommes de fer emmènent-ils l'enfant » demanda le prisonnier. Les gardes restèrent muets. L'enfant formula une autre question. Le dieu fou a dit à l'enfant qu'il trouverait du gibier à New York. L'enfant noir a faim et l'ours aussi. Où se trouve le gibier? Sans réponse, les robots le poussèrent dans une petite pièce avec l'animal et se retirèrent en refermant hermétiquement la porte. Une autre porte, ouverte celle-ci, faisait face à la première sur la cloison opposée. L'enfant s'en approchait quand la voix métallique le cloua sur place. « Répondez à mes questions. Avez-vous une carte d'identité ?»« Qui parle ?» L'enfant noir ne comprend pas. « Répondez par oui ou par non. Avez-vous une carte d'identité ?»« Non. »« Où l'avez-vous perdu ?» L'enfant n'a rien perdu. Si, il a perdu Toz et la tribu près du fleuve Hudson. Votre cas paraît très spécial. Vous examinez par sanitaire. Votre animal sera dirigé fourrière. L'enfant noir ne comprend pas. L'enfant se mit à trembler de toutes ses forces. Quoiqu'il ne s'étonnât de rien de la part des dieux, toutes ces impressions, nouvelles pour lui, ébranlaient son moral. Il souffrait surtout de ne savoir à qui attribuer cette voix monotone et inhumaine. Il ignorait que la ville était déserte, que les hommes l'avaient abandonnée depuis des siècles. Il ignorait que, par endroits, des dispositifs compliqués ayant servi autrefois étaient restés presque en bon état de marche, tel le contrôle de l'entrée à New York. Mais aucune vie n'animait ces machines de triage qui avaient détecté sa présence, fait intervenir les robots et posé des questions. Son arrivée avait seulement déclenché certains mécanismes qui n'avaient plus aucune utilité depuis le départ des hommes. La ville morte était truffée de circuits qui fonctionnaient encore plus ou moins et constituaient autant de pièges et d'embûches pour un visiteur non averti. Toutefois, la pile qui alimentait la machine de triage avait donné ses dernières ressources en capturant l'enfant noir. Le courant était épuisé. La voix nasillarde ne se ferait plus entendre et les 2 robots, figés au garde-à-vous derrière la porte close, étaient devenus aussi inoffensifs que des armures du Moyen-Âge. Mais l'enfant l'ignorait. Il resta longtemps immobile et tremblant dans l'obscurité car la lumière avait clignoté 2 ou 3 fois avant de s'éteindre définitivement. Au bout d'un certain temps, l'enfant entendit l'ours grogner de faim à ses côtés. Il le calma d'une caresse et, tiré de sa stupeur effrayée, se décida à faire quelque chose. Il prit son arme et appuya légèrement sur la poignée, de façon à produire une flamme suffisante pour voir où poser ses pas. Il passa la porte ouverte et suivit un couloir en jetant un regard rapide dans toutes les pièces qu'il dépassait. Il n'y vit rien qui l'intéressât. Le couloir s'incurvait légèrement vers la gauche et se terminait en cul-de-sac. L'enfant revint sur ses pas, considéra la porte que les robots avaient fermée et n'osa manifester sa présence. Il revint au fond du couloir et dirigea son arme contre la cloison. Les flammes sifflèrent, découpant rapidement une ouverture dans un mur d'1 mètre d'épaisseur. L'enfant passa, suivi de l'ours, et sauta sur un plan incliné qui se perdait en colimaçon vers les hauteurs de la ville. À peine eut-il touché le sol que celui-ci se mit en mouvement, l'entraînant à toute vitesse vers le palier supérieur. Cramponné à 4 pattes, l'enfant entendit derrière lui le saut et les hurlements de frayeur de l'ours. Ils aboutirent pêle-mêle à l'étage du dessus. L'escalator redevint immobile. L'ours allongea démesurément son gros cou pour le flairer avec prudence. L'enfant regarda autour de lui et avisa une porte double étrangement décorée de coquillages, de poissons, de volailles et de choses bizarres qu'il ne sut pas reconnaître. Passant sa langue sur ses lèvres, il toucha du doigt un poisson. La porte s'ouvrit d'elle-même. Quand l'enfant noir entra, une voix se fit entendre. « Soyez les bienvenus. Veuillez vous donner la peine de déposer vos armes au vestiaire. Bon appétit. » L'enfant comprit vaguement 2 mots. Poser, arme.
Quant au mot appétit, il lui rappela vaguement quelque chose. Le vieux avait un jour prononcé ce mot à propos de nourriture. L'enfant posa son arme sur le sol et attendit. Au bout d'un moment, il la reprit et s'avança. Il passa devant une petite lampe bleue qu'il n'avait pas remarquée et se sentit bloqué par une force invisible. La voix reprit. « Vous n'avez pas le droit d'entrer avec une arme. Veuillez déposer la vôtre au vestiaire. » L'enfant comprit le sens général de la phrase. Il rangea son arme le long du mur et avança sans difficulté. Des pensées embrouillées tournoyaient dans sa tête. Il était question de manger, la porte montrait des poissons et des volailles. C'était certainement le gibier annoncé par le dieu fou. Mais comment pourrait-il attraper ce gibier sans arme? Néanmoins, il continua. Devant lui s'ouvrit une grande salle où le jour entrait à flot par de vastes baies. De nombreuses tables s'alignaient le long des baies. D'autres, séparées les unes des autres par des plantes artificielles, étaient moins éclairées. L'enfant regarda vers les plantes. « Choisissez votre place, dit la voix. Ces tables-ci sont plus intimes. » L'enfant tourna son regard vers le jour. « Choisissez votre place, celles-ci sont plus ensoleillées, » articula la voix. Penaud et embarrassé, l'enfant ouvrait de grands yeux. Il parla. « L'enfant noir a très faim, dit-il d'un ton suppliant. Où est le gibier ? Vous passerez votre commande quand vous serez assis. » L'enfant comprit les derniers mots de la phrase et s'assit timidement à l'ombre d'un rideau de plantes. Une voix indifférente et plus proche lui demanda. « Que voulez-vous manger ? » ?»« Des poissons !» dit l'enfant. La table bourdonna un moment, une trappe s'ouvrit avec un déclic. Un plat fumant apparut, portant un large poisson comme l'enfant n'en avait jamais vu. De chaque côté du plat étaient placées de petites armes brillantes. L'une d'elles avait 4 pointes aiguës. L'enfant s'en saisit et assena un coup rapide aux ouïes du poisson. Il pensait que les dieux mettaient à sa disposition de quoi tuer la bête. Puis il s'étonna en constatant que le poisson était déjà mort, et même cuit. Il empoigna à 2 mains son repas et mordit dans la chair délicieuse. L'ours s'approcha en grondant de faim. « Encore un poisson pour l'ours, » dit l'enfant la bouche pleine. Un nouveau plat apparut. L'ours mangea goulûment, les griffes agrippées au plat. « Encore un poisson, encore un poisson, encore un poisson » dit l'enfant. 3 plats identiques surgirent sur la table. Alors l'enfant s'accroupit sur le sol et se mit à bâfrer côte à côte avec l'ours, souillant le tapis de taches de graisse. Il dut à regret s'arrêter de manger avant d'avoir terminé le premier plat. Repu, il s'essuya la bouche d'un revers de main et laissa l'ours engloutir le reste du repas. Jamais il n'avait vu de poisson si gros et si bon. La gourmandise le poussant, il mordit à nouveau dans une tête écailleuse négligée par l'ours. Mais ses dents n'entamèrent pas la masse élastique. L'enfant ignorait que la chair fondante était entièrement synthétique. Il ignorait que la tête et la grande arête centrale avaient été moulées en plastique, uniquement à titre d'accessoire de présentation, simple raffinement de civilisé cherchant à imiter la nourriture naturelle. L'enfant demanda de l'eau et but coup sur coup 2 grands verres. Puis il s'allongea sur le sol et caressa la moquette du bout des doigts. « Les dieux, pensa-t-il, ont fait pousser de l'herbe dans leur tente, une herbe miraculeuse, douce et unie comme la fourrure d'une bête. Les dieux qui ont nourri l'enfant noir et l'ours sont gentils, dit l'enfant à haute voix. Mais l'autre dieu invisible qui parle à l'entrée de la ville est méchant. Les hommes de fer sont méchants aussi. » Aucune voix ne répondit. L'enfant se vautra sur la moquette. Les yeux mi-clos, il lécha une goutte de sauce sur son avant-bras. Il était bien, il avait chaud et se sentait l'estomac plein. Il s'endormit sans changer de position. Et voilà, c'était un premier essai. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et j'aimerais vraiment développer la partie livre audio dans mes différents projets. Du coup, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, si t'as des retours à me faire également. Je vous rappelle que si ça vous plaît, partagez autour de vous histoire de faire connaître un petit peu mon travail. Et donc comme je le disais en début de vidéo, je fais pas mal de choses à côté. Je stream sur Twitch, donc autour du jeu vidéo. Et j'ai également une autre chaîne YouTube avec un ami à moi dans lequel je réalise des aventures narratives dans l'univers du jeu vidéo. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, tout est en description. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine pour la suite des aventures de New York.